Bonsoir à tous et toutes. Merci de suivre ce Twitch et ce rendez-vous sur l'école, ce nouveau rendez-vous qui s'appelle Vers l'infini et l'au-delà. Et je suis sûre que vous êtes nombreux et nombreuses à vous souvenir de cette petite référence, de ce clin d'œil. Alors ce soir, on va parler école. Et quand on parle école, eh bien en ce moment on parle beaucoup Covid, crise du Covid, mais finalement cette crise, est-ce qu'elle est juste un révélateur de difficultés plus anciennes ou est-ce qu'elle a créé des difficultés en elle-même pour parler d'école publique, pour parler d'égalité, pour parler d'inclusion, pour parler de statut, de la place des enseignants, de l'éducation ou de l'instruction, pour parler de l'avenir de l'école, de ce qu'il faut faire pour la changer et faire en sorte que l'école soit un lieu d'émancipation pour tous et toutes, eh bien j'ai deux super invités. Mais vraiment deux invités absolument géniaux que je vous présente maintenant et je vais essayer de ne pas avoir un sourire extatique pendant toute l'émission tellement je suis fière de les recevoir ce soir pour ma première émission. C'est Laurence Decoq qui est à côté de moi et qui a écrit École publique et émancipation sociale aux éditions Agone, c'est ça, Contre-feu, et depuis Marseille, en direct, avec son ordinateur et sa bonne humeur, et je ne sais pas d'ailleurs si c'est une bonne humeur, mais enfin voilà, Rachid Zerouki dit Rachid l'Instit sur les réseaux, et maintenant Rachid l'Instit qui revient d'Ibiza, je crois que c'est ça, ton pseudo Twitter, tu l'as changé, qui a écrit un livre tout aussi génial que celui de Laurence, qui s'appelle Les Incasables, et dont je vous conseille vraiment la lecture de ces deux livres-là, qui n'ont pas le même point de vue sur l'école, qui partent pas de la même manière de parler de l'école, mais qui sont tous les deux... quand vous refermez ces livres-là, vous avez l'impression d'être un tout petit peu plus intelligent et intelligente que quand vous les avez ouverts, et donc ce sont des livres ultra précieux. Merci à vous d'être là. Merci à toi. Je vous propose de commencer par une question. Merci beaucoup Sandrine. Alors ce soir, je pense que on va parler Blanquer, tout ça. Enfin, je pense qu'il va y avoir des oreilles qui vont siffler. Mais avant de parler de notre ministre, je vous propose une première question qui est qu'est-ce que c'est pour vous l'école publique ? Pour moi, l'école publique... pardon, je commence. Vas-y Laurence. Vas-y, Laurence. Pour moi, l'école publique, c'est le seul modèle d'école qui est susceptible d'accueillir tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, quelles que soient leurs origines culturelles. Et donc, c'est, de mon point de vue, le seul modèle d'école à défendre véritablement politiquement, surtout dans une pensée de gauche. Voilà. Rachid ? Alors, je rejoins totalement Laurence et voilà, je pense que une fois qu'on a dit public, passion de tout le monde, et ce n'est pas la peine d'ajouter inclusif parce que finalement, ce sont deux choses qui se chevauchent. L'école, elle est forcément inclusive si elle est publique, elle s'adresse à tout le monde, elle permet l'émancipation de tous et principalement. Alors, on a perdu Rachid, nous, ici sur le plateau. Ça fait partie des erreurs, des petits bugs techniques qui font tout le charme de Twitch. En attendant qu'il nous revienne, je remercie beaucoup les personnes qui sont déjà dans le chat, qui nous envoient déjà des photos. Des messages, pardon, n'importe quoi. et du coup, alors, on n'a pas retrouvé Rachid. Rachid, est-ce que tu nous entends là ? Ouais ? Oui, moi je vous entends. Ok. Alors justement, on va reprendre sur cette école publique. Est-ce que là, on peut dire que l'école publique telle qu'elle est actuellement remplit sa mission de donner des chances égales de réussite et des opportunités égales de réussite à chacun et chacune aujourd'hui ? Alors évidemment, c'est toute la différence entre un modèle, c'est-à-dire ce vers quoi il faut qu'on se dirige, une sorte de boussole, et puis la réalité du fonctionnement. Et c'est une question importante parce qu'évidemment, quand on défend l'école publique, ça ne veut pas dire qu'on la défend telle qu'elle dysfonctionne en ce moment. Et de fait, elle dysfonctionne, et elle dysfonctionne depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une école qui, depuis plus de 40 ans, et même plus, ne réussit pas à offrir, je dirais, la trajectoire scolaire de leur choix à tous les enfants. Parce que moi, j'aime pas trop la question de la réussite scolaire. Je trouve que c'est très normé, la réussite scolaire. On réussit au nom de quoi, en fait ? On réussit au nom de ce qu'une société décide ce qu'est la réussite.
Or, devenir mécanicien, de mon point de vue, c'est une grande réussite scolaire vu ma nullité en mécanique, ou plombier, ou d'autres métiers qui sont socialement dévalorisés, alors qu'en réalité, ça peut être de l'ordre de la réussite pour les enfants. Donc voilà, j'aime bien cette idée d'une école qui offrirait la possibilité de choisir en toute conscience pour tous les enfants la trajectoire scolaire qu'ils ont envie de faire. Et de fait, non, pour l'instant, on n'y arrive pas. On peine à plein d'endroits. On est dans un modèle d'école qui, pour le dire très rapidement, on est dans un modèle d'école en France, qui sait très bien faire réussir l'effort, c'est-à-dire qui les emmène très très loin, et qui en revanche est vraiment complètement nul avec les enfants qui ont le plus de difficultés. Voilà. Donc on est un des modèles scolaires les plus inégalitaires aujourd'hui. Elle ne remplit pas sa mission, on verra plus tard quelles sont les raisons, mais non. Rachid, toi qui as travaillé avec ce que tu appelles ceux et celles que tu appelles les incasables, les SECPA, est-ce que cette école, elle répond à cette mission d'égalité? Enfin, je suppose ta réponse, mais dis-nous toi pourquoi tu penses que c'est le cas ou pas le cas. Oui, en fait, le simple fait qu'on puisse parler d'incasables au sein d'institutions qui sont censées permettre d'accueillir tout le monde et ceux qui notamment qui ne répondent pas à la norme, c'est par rapport au fait que moi, au sein de ma structure qui est la CEPA, eh bien, on va avoir finalement seulement 30%. Ouais, je pense que Rachid, il va falloir que tu coupes ta vidéo parce qu'en fait là, on entend un mot sur trois et ça va pas être. Non, on n'y est pas du tout. Attends, parce que Rachid, ça a coupé et en fait la Ok. bande passante est trop faible. Donc, est-ce que tu pourrais couper ta vidéo quand tu parles comme ça, je pense que ce sera un peu plus simple. D'accord, ok, bien sûr. Donc, vas-y, dis-nous, est-ce qu'elle remplit cette mission d'égalité ou non? Alors, ce que je disais, c'est que, bien sûr, le simple fait qu'on parle d'incasable, ça représente bien, ça prouve que non, elle ne remplit pas sa mission d'égalité. Aujourd'hui, on ne permet pas à tous les élèves de s'épanouir et de s'émanciper à travers l'école publique. Et je le vois aussi localement dans cette petite structure dans laquelle je travaille, qui est la CEPA, section d'enseignement général professionnel adapté, qui accueille 3% des élèves qui ont le plus de difficultés au terme de l'école primaire. Parmi ces élèves de CEPA, à l'échelle nationale, on n'en a que 30% qui arrivent aujourd'hui à sortir du système scolaire avec un diplôme. Bien souvent, ce diplôme, c'est le CAP, c'est-à-dire que c'est un diplôme qui n'est pas celui qui est voulu, celui qui est recherché par l'élève. Et même ce diplôme-là, voilà, il ne sont que 30% à l'obtenir. C'est un chiffre qui est ridiculement bas, qui est assez honteux même, et donc qu'on doit s'efforcer de changer parce que alors on peut me répondre que la réussite ne passe pas forcément par les diplômes, bien entendu, mais aujourd'hui on sait combien c'est difficile de trouver du travail. Ouais, on sait combien c'est difficile de trouver du travail quand on est non diplômé. C'est le critère d'ailleurs principal hein, entre CDI et CDD et entre ce qu'on appelle le marché du travail et le halo du travail, c'est-à-dire toutes les personnes qui cumulent les contrats précaires. Et bien souvent, c'est très connecté au niveau de diplôme. Alors pourquoi Enfin, peut-être on peut commencer comme ça, c'est pourquoi l'école française a du mal à répondre à ces enjeux d'égalité et d'offrir à chacun et chacune le parcours qu'il souhaite. Alors, il y a beaucoup de raisons. Hein. Ouais. Je vais peut-être pas faire l'inventaire de toutes les raisons, mais je vais dire un petit peu celles qui me semblent évidentes et puis peut-être celles dont on parle le moins. D'abord, il y a une raison historique. Quand l'école de la République s'est créée, quand Jules Ferry a décidé l'école gratuite laïque obligatoire, même si évidemment il y avait déjà beaucoup d'enfants qui allaient à l'école, etc. Mais voilà, la loi institutionnalise, officialise quelque chose. Il n'a pas, je dirais, eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette décision, c'est-à-dire qu'il a laissé la possibilité à une partie des enfants, et notamment des enfants de la bourgeoisie, de poursuivre leur scolarité dans des établissements qu'on appelait des lycées, mais qui allaient du CP à la terminale, payants,
et qui sont en fait restés des établissements de sélection sociale d'une certaine manière. Donc dans l'acte de naissance de l'école de la République, il y a toujours eu plusieurs voies parallèles. Et l'un des obstacles à la démocratisation, c'est justement l'existence de ces voies parallèles, parce que les voies parallèles, elles sont toujours empruntées par les enfants qui en ont la possibilité, notamment la possibilité matérielle. Et aujourd'hui, en France, on souffre énormément en fait de la multiplication de ces voies parallèles. On le voit par exemple avec les grandes écoles. Les grandes écoles et l'université, c'est un autre exemple de voie parallèle, ou les prépas à l'université, c'est un autre exemple de voie parallèle. L'existence de voies parallèles, c'est un obstacle majeur à ce qu'on appelle la démocratisation scolaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire réussir ou faire parvenir l'ensemble des enfants. Ça, c'est vraiment une première raison. Et puis, il y a une deuxième raison qui est moins historique, qui est plus structurelle et qui a été démontrée dès les années 60 par Bourdieu, et puis ensuite d'autres sociologues ont suivi le maître. C'est que cette école, dans ses contenus d'enseignement, c'est-à-dire dans ce qu'elle enseigne, dans ses codes, le code de l'enseignant, le code du cours magistral, le code de la maîtrise du verbe, de la maîtrise de l'oralité, des savoirs classiques, etc., des programmes scolaires, cette école est foncièrement une école bourgeoise. C'est une école, ce qu'il appelait la culture légitime, c'est une école qui véhicule les codes de la bourgeoisie. Et ça signifie que lorsqu'un enfant qui vient des milieux populaires entre dans cette école, il a le double de chemin à parcourir, parce que le petit enfant de la bourgeoisie aura été socialisé très très tôt pour apprendre à apprendre, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des codes qu'il connaît parfaitement bien. Les gosses de profs par exemple, les nôtres, dès qu'ils avaient 2-3 mois, on a commencé à leur apprendre les couleurs, etc. Voilà. Ce n'est pas le cas dans toutes les familles. Et donc, on a des enfants des milieux populaires qui arrivent sans code, et on a une école qui ne sait pas, en fait, donner les clés en main, les clés de compréhension. Et donc, du coup, on a non seulement une école qui va reproduire les inégalités, ça c'est ce que montrait Bourdieu-Passeron, mais qui en plus va produire des inégalités supplémentaires. Ça, c'est une autre raison qui est très très forte, et qui est celle qui sans doute a été la moins prise en charge par l'ensemble des politiques éducatives en fait depuis 50 ans, c'est-à-dire pas simplement refonder l'école d'un point de vue structurel, mais aussi la fonder du point de vue de sa culture, voilà, de la culture qu'elle véhicule. Alors Rachid, dans ton livre, il y a un passage qui m'a vraiment estomaqué, où tu décris tous les qualificatifs qui ont désigné les élèves décrocheurs et les élèves qui, notamment, finissent en SECPA aujourd'hui, mais qui, à l'époque, ont toujours eu des espèces de voies particulières, parce que tu parlais de voies parallèles, mais il y a aussi les voies de relégation. Les voies de relégation. Et donc, tu fais un inventaire comme ça des termes qui ont été employés pour désigner ces élèves, et je voudrais que tu le refasses ici pour qu'on se rende compte quand même de la violence sociale qu'il y a derrière, quoi. C'est ça, en fait. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte dans le débat public du fait que l'échec scolaire a toujours existé. Ce qu'on appelle aujourd'hui le décrochage scolaire a toujours existé, en tout cas depuis que l'instruction obligatoire existe. Et si on plonge dans les archives vraiment institutionnelles, on va trouver des termes comme les idiots, les ingouvernables, les incasables. Et ça, ce sont des termes que l'institution elle-même a utilisés pour qualifier un certain type de public qui ne rentrait pas dans les cases, qui ne rentrait pas dans la norme. Il y avait des raisons pour lesquelles ces élèves-là ne rentraient pas dans la norme. Ils n'avaient pas des prérequis, tout simplement, ce dont parlait Laurence avec cette histoire d'éducation bourgeoise, de codes qui sont déjà installés dans l'institution et qui ne conviennent pas à tout le monde. On ne se posait pas toutes ces questions, on les reléguait. La simple question, c'était de savoir s'ils allaient être assez intelligents pour qu'on puisse les garder quand même au contact des autres, ou s'il fallait complètement les mettre dans les campagnes, dans des hospices où ils ne seraient plus au contact de qui que ce soit. Et c'est ça aussi l'histoire des élèves à besoins éducatifs particuliers. Aujourd'hui, on les appelle comme ça. C'est une avancée parce qu'on a compris qu'ils avaient des besoins éducatifs. Ça n'a pas toujours été le cas. Et puis bon, même si on a avancé dans le vocabulaire, je dirais qu'il reste quand même énormément de chemin à parcourir dans les faits, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des appellations correctes. Il faut aussi adapter l'école pour qu'elle convienne aux besoins de tout le monde.
Et les personnes comme ça, les élèves qui ont été relégués dans les filières ou dans les classes spécifiques pour eux, on est d'accord qu'il y a quand même une dimension sociale extrêmement forte. Alors tu l'as dit, hein, il y a l'histoire du capital social à la Bourdieu, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question de maîtrise des codes, même de ce qu'on attend de soi. Et là-dessus aussi, tu as un passage qui est vraiment très intéressant sur la manière dont, en fait, un élève répond à ce que demande l'instituteur, l'enseignant, le professeur. Et quand il répond pas, en fait, on a l'impression qu'il n'est pas fait pour l'école, alors que juste, il n'a pas les codes qui lui permettent de décrypter ce qu'on lui demande, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez absent du débat sur l'école aujourd'hui. C'est-à-dire comment on fait en sorte que des personnes acquièrent ces codes et comment on fait en sorte que ceux qui ne l'ont pas et celles qui ne l'ont pas puissent avoir leur place dans l'école. Enfin, je sais pas, Rachid, vas-y, si tu veux parler de ça. Ouais, ça me fait penser à une formule qu'a utilisée un sociologue américain qui s'appelle Robert Merton, qui a fait une référence à l'évangile. Alors, c'est pas très laïque comme référence, mais il a dit, il a cité ce passage: à celui qui a, il sera beaucoup donné et il vivra dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, il sera tout pris, même ce qu'il possédait. Et je trouve que ça retranscrit bien ce qui se passe pour les élèves qui viennent dans une école qui n'est pas faite pour eux, qui n'est pas faite pour répondre à leurs besoins. Finalement, non seulement on leur donne rien, mais on leur prend ce qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient, c'est une forme de confiance en eux, en fait. Ils viennent, ils échouent, prennent des mauvaises notes. Pas forcément des mauvaises notes. Maintenant, on peut aussi prendre des mauvaises compétences. Ça ne change pas le fond du problème. Mais toujours est-il que on va faire subir à ces enfants et on va les faire aller d'échec en échec jusqu'à ce qu'ils se retrouvent démunis de cette confiance qui est vraiment un moteur pour avancer dans la vie. Mais ça, moi, ça m'évoque aussi une autre, entre guillemets, petite histoire racontée par une spécialiste de l'école maternelle, Christine Passérieux, qui racontait il n'y a pas longtemps une petite fille de 3 ans qui bloque sur un exercice. Et donc la maîtresse ou le maître, je ne sais plus, vient la voir et lui dit « mais réfléchis !» Et en fait, la petite la regarde et dit je ne sais pas faire. Et la maîtresse répond « mais réfléchis dans ta tête !» Et la petite répond « je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête !» Et c'est intéressant parce que ça renvoie en effet aussi à la question de la formation des enseignants, c'est-à-dire que non seulement c'est pas dans le débat public, mais c'est pas non plus dans la formation des enseignants, alors que ça devrait être une évidence de se demander comment un élève apprend et surtout comment les apprentissages sont socialement différenciés, c'est-à-dire que les élèves, selon l'endroit d'où ils viennent, n'apprennent pas de la même façon. Ouais, alors ça ouvre tout un champ, mais il faut qu'on avance un peu dans le débat parce qu'il y a aussi tout un passage sur la pédagogie active. Dans ton bouquin à toi, il y a tout un passage sur les cours privés qui sont donnés, là notamment dans la crise du Covid, et je fais le lien là-dessus justement avec la crise et avec le ministre que l'on a qui va passer, qui on espère va faire une annonce ce soir, une annonce de sa démission. On n'est pas complètement sûr, donc on va rester dans ce doute jusqu'à 20h. Mais pour vous, qu'est-ce que ça a changé ce mandat-là sur ce retour à l'instruction? C'est ce que tu dis dans ton livre, Laurence, c'est-à-dire que là on est passé d'une éducation, et derrière l'éducation il y a le mot émancipation, c'est-à-dire qu'en fait l'éducation n'a pas forcément vocation tout de suite à aller trouver un métier, c'est d'abord donner des outils à chacun et chacune pour avoir une vie, pour comprendre le monde dans lequel on est, pour pouvoir construire sa vie future. Et l'instruction c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'instruction c'est une forme de discipline, enfin tu me corrigeras si tu as d'autres mots pour le dire, mais c'est une forme de discipline où il faut apprendre à lire, écrire, compter, et après vous êtes de bons salariés, vous entrez sur le marché du travail, vous êtes à fond et vous êtes très disciplinés. Et là, on a l'impression qu'on a rebasculé vers de l'instruction. Est-ce que c'est spécifique à ce mandat-là? Est-ce que ça a été plus fort dans ce mandat-là? Vas-y, Laurence. D'ailleurs, lorsque Blanquer a pris ses fonctions, il a demandé à Emmanuel Macron de changer le nom du ministère. Il voulait réappeler le ministère de l'Instruction publique. Donc effectivement, c'est assez éloquent. Alors, c'est compliqué cette histoire de mode d'instruction, parce qu'après tout, on ne va pas rejeter l'instruction. L'instruction, c'est Condorcet, c'est une belle idée, hein, cette idée voilà, d'être dans une logique de transmission, de savoir, d'apprentissage, etc. Mais aujourd'hui, c'est un mot qui fonctionne un petit peu comme un signal
qui est le signal d'en finir avec justement tout ce qui est éducation, pédagogie, etc. C'est comme ça qu'on entend ce mot. Et c'est comme ça que Blanquer, du coup, s'empare de ce mot pour dire, moi, je vais être le ministre du retour à l'ordre. C'est fini la récréation. C'est fini la récréation. Et alors avec Blanquer, tu demandais ce qui a changé, bah, c'est fini la récréation pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que pour les enfants, c'est fini la récréation. Pas sauf pour lui, parce que lui, en revanche, allez, lui, ça va bien. C'est notre moment Lisa, je vous propose qu'on sorte les lunettes. C'est paillettes et compagnie, mais en revanche, nous, c'est au pain et à l'eau, quoi. Donc, alors ça, c'est déjà, ça a beaucoup changé dans la méthode ministérielle. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est extrêmement autoritaire. C'est la méthode de la répression. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, dès ses premiers mois au gouvernement, a quand même trouvé le moyen de poursuivre un syndicat, Sud Éducation, en justice. C'est pas rien quand même. Il y a un tel inventaire de pratiques autoritaires que on les oublie au bout d'un moment. Mais ça a été non-stop pendant tout un mandat. Des militants syndicalistes qui ont été criminalisés, des gens qui ont été emmenés devant le rectorat pour des procédures disciplinaires, etc., parce qu'ils n'appliquaient pas les directives. Enfin, ça n'a pas cessé. Voilà. Jusqu'à l'article 1 de la loi pour la confiance, quand même un truc génial aussi, cette façon de détourner les mots, quoi, qui est vraiment un article de muselage des enseignants. C'est quoi l'article 1? L'article 1, c'est un article qui demande une exemplarité de la part des enseignants. Voilà. Donc, c'est une formulation extrêmement vague pour, en gros, clouer le bec. Et d'ailleurs, on le voit en 5 ans. Moi, c'est un truc qui m'a sidérée. L'exemplarité... mais évidemment, il ne faut pas dire ce que c'est. Oui, sinon, mais si tu précises trop... le jour d'une rentrée. Ah oui, non, alors... non, c'est pour les enseignants, pardon. Oui, voilà. Non, mais il faut préciser le champ d'application de bien cet sûr, article. Bien sûr. Non, c'est juste pour les enseignants. Tu dis, c'est le pain et l'eau, c'est juste pour tu vois, c'est pour la piétaille, quoi. Voilà. Et donc, en effet, on a été paillassonnés, on pourrait dire, hein, pendant 5 ans avec ce ministère. Et puis, d'un point de vue pédagogique, en effet, c'est un ministère qui prétend détenir les clés de la réussite scolaire, c'est tout son fanatisme pour les neurosciences, et qui a abreuvé les collègues de circulaires pour leur dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc., en donnant des validations scientifiques qui sont complètement bidons pour la plupart, et qui en fait a mis au pas complètement, a tenté de mettre au pas complètement à la fois les collègues, et a généré beaucoup de souffrance. On a quand même eu aussi des suicides, il faut le rappeler, et puis des gamins. Voilà, des gamins auxquels on a demandé non seulement une cadence effrénée pour certains, et puis surtout qu'on a trié de façon extrêmement violente, et bon, Rachid en parlera mieux que moi, mais voilà, qu'on a trié sur des critères sociaux, en gros en disant il faut mettre en adéquation l'origine sociale dont on vient et ce à quoi on peut prétendre. Horrible. Ta dernière phrase est horrible. Rachid, tu as le même ressenti, toi, sur le mandat Blanquer? Bien sûr. Alors, Sandrine, tu parlais d'évolution, de comment on a senti ce mandat par rapport à d'autres. Moi, je rappelle juste que j'ai vraiment pas de bol parce que 6 ans d'enseignement, 5 ans sous Blanquer. Donc, j'ai pas eu d'avant-goût, en fait, dans l'éducation nationale. Ce que j'ai vu, donc, moi, la première année de titulaire, je l'ai faite à l'école primaire, j'avais des CM1, CM2, et voilà, je sortais de l'ESP, et j'avais été sensibilisé à plein de pédagogies différentes. En fait, la pédagogie, alors certains disent une science, d'autres vont parler d'un art, mais en tout cas, la pédagogie, c'est du débat, c'est de la remise en question, c'est de laisser, Ouais, c'est une matière humaine. Voilà, c'est un fourmillement qu'on arrive avec Jean-Michel Blanquer. C'est d'ailleurs une science humaine. Des certitudes sur absolument tout. Et par exemple, dans le domaine de l'apprentissage de la lecture, il va arriver avec l'apprentissage de la lecture, c'est des décennies de débats lui, il sait déjà comment faire. Il vient avec un manuel prêt pour l'apprentissage de la lecture au CP. Il le distribue à tout le monde, à tous les collègues, et c'est cette méthode-là et pas une autre. Et donc, on va mettre des gamins devant des écrans, hein, c'est une méthode numérique extrêmement répétitive, extrêmement robotisée, et c'est vraiment, ça rappelle un peu un travail d'usine, et c'est-à-dire que voilà, pendant des heures et des heures, on va s'acharner sur ces enfants pour leur apprendre avec cette manière-là, et tant pis si on voit que ça ne fonctionne pas.
Je trouve que cette façon de faire, ben, c'est très représentatif d'une idéologie qui est celle mise en œuvre aujourd'hui au sein du ministère de l'Éducation nationale. Alors justement sur l'idéologie, moi c'est ça qui me frappe vraiment beaucoup, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de doute, hein. C'est-à-dire dans la tête de Michel Blanquer, on a l'impression qu'il y a beaucoup de doutes. Enfin, on a l'impression Si, sur ces destinations de vacances, il y a peut-être quelques hésitations. Quand Oui, même. alors c'est notre moment Ibiza, on va prendre les lunettes, mais... En fait, on va faire un point Ibiza régulièrement dans l'émission. Bonjour Jean-Michel, si tu nous écoutes. En plus, je suis sûre que dans le chat, il y a des personnes du ministère. Bon courage à vous. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de doutes chez Jean-Michel Blanquer sur la politique à mener, mais surtout, moi, j'ai l'impression on est descendu de plusieurs échelons et de plusieurs années sur la question de cette instruction. Enfin, moi, je me souviens de ce débat sur le crop top. Qui était quand même très révélateur. C'est-à-dire qu'on disait aux femmes, aux jeunes femmes, aux lycéennes, qu'elles ne pouvaient pas montrer leur nombril parce que c'était indécent. Évidemment, il n'y avait aucune espèce de question sur le comportement des garçons dans les cours de récréation, hein, ce serait trop facile. Et puis, on renvoyait quand même à une espèce de tenue décente, ce qui renvoie aux pires heures de la blouse et de l'uniforme à l'école. Alors, je sais qu'il y en a qui sont très fans de l'uniforme à l'école, mais enfin, Ouais, en fait, il y a un argument, je trouve qu'il y a un argument très efficace à répondre à ceux qui prônent la blouse ou l'uniforme à l'école. Bon, en dehors du fait qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'uniforme systématique à l'école, ni de blouse systématique. Mais il y a un argument très simple à leur donner. Les inégalités sociales, on lutte contre les inégalités sociales, on ne les cache pas derrière des blouses. Oui. Et donc, quand quelqu'un prétend vouloir mettre des blouses pour cacher les inégalités sociales, tout de suite, il faut sortir des antennes, quoi. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en réalité, il ne va rien faire contre. Voilà. Il vaut mieux masquer, il vaut mieux maquiller plutôt que lutter contre. Mais tu as raison, il est intervenu, un jour on en fera l'inventaire, mais il est intervenu partout, jusqu'à en effet l'intimité des petites filles, jusqu'à... inventer des choses, ou alors juste faire part d'un ragot qu'on lui avait dit la veille sur des histoires complètement ubuesques, des filles et des garçons qui veulent pas se mélanger pour se laver les mains, des petites filles qui veulent pas des fauteuils rouges, voilà, donc aussi une manière de faire peser le soupçon sur les enfants des familles de confession musulmane. Il a eu un moment comme ça aussi. C'est vrai qu'il a véritablement tenté de régenter jusque dans les corps, jusque dans l'intime en fait de ces enfants. Et ça, c'est pour ça aussi que je disais, c'est d'une grande violence. On parle beaucoup de la violence vis-à-vis des enseignants et il faut en parler, mais je pense qu'on sous-estime aussi la violence vis-à-vis des enfants. Là, depuis 5 ans, il y a des enfants qui ont été criminalisés, vraiment. Les enfants des familles de confession musulmane, ils ont été immédiatement l'objet de soupçons. Les atteintes à la laïcité, la demande de signalement d'atteinte à la laïcité, ça ne vise que ces enfants-là. Je veux dire, tout ça, c'est quand même une accumulation, une sédimentation de violence. Moi, c'est la première fois, alors, contrairement à Rachid qui a élégamment rappelé sa jeunesse, moi, j'ai connu plusieurs ministres de l'Éducation nationale et c'est la première fois que je vois un tel acharnement, en fait, sur les gamins. Une telle maltraitance, c'est-à-dire, en fait, l'absence complète de soucis de l'enfance qui me semble être le minimum requis quand on veut être ministre de l'Éducation nationale. Et c'est d'autant plus insupportable que Jean-Michel Blanquer généralement se présente comme le successeur de Jean Zay, qui était, était le ministre du Front populaire, qui lui était vraiment un ministre... Qui a démissionné, c'est toi Rachid qui le dit dans ton livre, je crois, qui a démissionné pour aller au front combattre l'Allemagne nazie. Voilà, donc et puis qui était un amoureux de l'enfance, de l'éducation nouvelle, qui lisait tout ce qui paraissait, etc. Bon bref, donc rien à voir, voilà. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est maltraité. Alors je suis désolée, je peux pas prendre de questions. Jean Zay à Ibiza.
Ah, mais ça va être. Ah bah alors ça, c'est notre point Ibiza, ça faisait longtemps. Lina de Soleil. Je suis désolée, je peux pas prendre de questions du chat là, parce que en fait, sur mon ordinateur, ça ne fonctionne pas. Donc, j'essaye de rafraîchir. C'est pour ça que vous pouvez utiliser mon ordinateur. J'essaye de rafraîchir la page, mais ça fonctionne pas. Donc, dès qu'on résout ça, gardez vos questions, reposez-les, parce qu'on va revenir dessus sans problème dès que le problème technique sera résolu. Donc, oui, alors, Jean Zé à Ibiza. Rachid, cette image me semble assez surréaliste. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce contrôle social? Parce que moi, je trouve que vraiment, ce qui a été la marque de fabrique de Jean-Michel Blanquer, c'est le contrôle social. Et sur les enseignants, on va y venir juste après, mais aussi sur les élèves, et d'une manière qui me semble vraiment être très datée, quoi. Enfin, et relevée, pour le coup, presque du 19e siècle. Daté parce que, voilà, je crois que Laurence parlait tout à l'heure du fait de rattacher une certaine appartenance sociale à des corps de métier. J'ai l'impression que, voilà, aujourd'hui, l'éducation nationale pilotée par Jean-Michel Blanquer, elle consiste à montrer certaines voies et à dire n'espérez pas autre chose. C'est vers ça que vous êtes destiné. Il y a un tweet qui a trahi un peu cette pensée très dernièrement. C'est un membre de La République En Marche, je ne sais pas quelle fonction il occupe, mais en répondant à des soucis concernant l'université, le fait que notamment elle devienne payante et que elle va être moins accessible à certaines catégories sociales, cette personne, elle a montré un graphique des différents métiers qui sont accessibles sans université, sans aller à l'université. Donc, vous voyez, charpentier, couvreur, etc. Et il disait, mais voilà pourquoi est-ce que ces jeunes qui n'ont pas l'argent pour aller à l'université n'iraient pas occuper plutôt ces métiers? Mais moi, quand j'entends ça, j'ai envie de mettre des bombes. Enfin, je suis désolée. C'est horrible, c'est horrible. Le problème ne réside pas dans ces métiers-là, évidemment, mais bien entendu dans le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Bien sûr. Et alors, on n'a pas beaucoup parlé de ceux qui ont les filières les plus favorisées, mais tout ce qu'on dit sur les élèves les plus en difficulté et les plus en difficulté sociale notamment, en fait, on pourrait le dire à l'inverse des élèves les plus favorisés, c'est-à-dire que eux, on leur fait des filières rien que pour eux, ils ont déjà plus de dotations financières, ils ont une confiance en soi, en eux-mêmes qui non seulement n'est jamais remise en cause, mais qui en plus est absolument confortée, c'est-à-dire que tout le système les conforte dans leur position dominante et d'excellence dans le système. Et donc, pour eux, en fait, on a l'impression que tout le système Blanquer vise à ce qu'ils réussissent. Et d'ailleurs, moi, c'est un des trucs qui m'a frappé en tant qu'universitaire, pour le coup, c'est qu'au moment où toutes les universités étaient fermées et tous les étudiants en université ne pouvaient pas venir sur place à l'université, ce qui a généré des drames hallucinants dont je pense on mesurera les conséquences dans les années qui viennent. Eh bien, les classes prépa ont eu le droit, elles, de continuer. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves qui étaient en classe prépa, pour eux, il y avait le droit à l'éducation. Par contre, pour ceux qui étaient à l'université, c'était pas grave. Ils pouvaient rester dans leur chambre universitaire de 9 mètres carrés. Et franchement, c'était d'une violence sociale inouïe, ce truc-là, quoi. Oui, alors il y a plusieurs raisons. Bon, d'abord, il y a un truc qui est absolument majeur, c'est que les gens qui tiennent les rênes du pouvoir sont les produits de cette méritocratie et sont les produits de cette bourgeoisie intellectuelle. Mais avant Blanquer, lorsque Vincent Peillon, on l'a un peu oublié, mais Vincent Peillon a essayé d'avoir une politique de réforme des classes prépa et notamment à essayer de prendre du financement des classes prépa pour le mettre en éducation prioritaire. Parce qu'on a quand même chiffré qu'un élève d'éducation prioritaire coûtait 45 fois moins cher qu'un élève de prépa. Donc c'est un truc de malade. Et en fait, il s'est retrouvé face à un front, mais qui a été un front véritablement de ses collaborateurs aussi, c'est-à-dire de tous ces gens qui étaient issus des classes prépa. Et il a été obligé de reculer. Donc oui, il y a une protection, il y a une sanctuarisation des classes d'élite. Et Rachid, tiens, je ne sais pas si tu en as entendu parler, parce que ça va avoir lieu notamment à Marseille, mais parmi les décisions de Blanquer, il y a, et d'ailleurs c'est dans la loi Confiance, il y a la création de nouvelles écoles, qui s'appellent, je crois, les EPLEI, un truc dans le genre,
qui sont des écoles internationales destinées aux enfants de diplomates, voilà, des écoles avec plusieurs langues et tout, avec un bac plus, des écoles publiques, hein, et qui vont coûter un prix fou. Alors je donne le chiffre dans mon livre, mais je me souviens plus parce que dès qu'il y a trop de zéros, je confonds tout. Mais en tout cas, il y en a une qui va se construire à Marseille, et en fait, on voit où va l'argent. C'est-à-dire que c'est des écoles qui vont coûter un prix démentiel. On n'en a absolument pas besoin. On a aujourd'hui parallèlement des écoles dans lesquelles il y a des rats, dans lesquelles il n'y a pas de chauffage, dans lesquelles les rideaux sont délabrés, tombent voilà, en loques. Et l'argent est mis sur ce type de projet. Donc oui, tant qu'on n'aura pas aussi au ministère des gens qui, eux, savent ce que c'est en réalité, la réalité des milieux populaires, on sera dans une reproduction comme ça des élites intellectuelles. Alors là, on m'a amené un téléphone qui me permet du coup d'avoir le chat. Donc je vais poser la question d'Émilie du Courant qui dit vivement qu'on ait un ministre à l'écoute. Alors c'est quand même ce qui a manqué clairement là dans le mandat. Enfin Rachid, peut-être que toi tu peux nous en parler depuis ta position d'enseignant en SECPA. Est-ce que tu as senti une espèce d'empathie du ministre? L'empathie, certainement pas. Après, un ministre à l'écoute, oui, mais tout dépend à l'écoute de qui. Je pense qu'aujourd'hui, notre ministre, il est très à l'écoute, mais pas à notre écoute à nous. Je pense qu'il parle à un certain public. Hein, s'il est en place, c'est pas pour ne représenter personne, il représente des gens, mais qui sont des ennemis de l'école publique. Quand on parle des EP et de lui, effectivement, c'est une négation de l'école de la République, c'est une négation même, sans parler de la République, c'est une négation du mot public dont on parlait en introduction de cette émission. Donc voilà, à l'écoute, mais à l'écoute des enseignants, à l'écoute des élèves et principalement de ceux qui sont le plus en difficulté, qui ont le plus besoin de l'école. Oui, ça c'est ce que je souhaite évidemment. Mais il est très à l'écoute de ceux qui font un colloque sur le wokisme. Enfin bon, moi, ça, voilà. Ouais. Hein voilà. Alors, point Elisa. Je vous propose qu'on passe maintenant à la question des enseignants parce qu'on a parlé des élèves et on voit les difficultés dans lesquelles ils sont. Alors, on n'a pas trop parlé quand même des élèves dans la crise. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé dans les discussions que j'ai eues avec des personnels enseignants ces derniers temps, c'est à quel point ils s'alarment sur le terrain de la montée explosive, disent-ils, des phobies scolaires, des inégalités, et que ça aussi, la crise a énormément amplifié ça. Peut-être juste, on peut faire un tout petit point là-dessus, vous constatez ça aussi, cette espèce d'angoisse là qui monte, liée à cette gestion de la crise Covid qui a quand même été très technocratique et très éloignée de toute empathie pour le coup. Oui, bah, c'est normal. Enfin, je veux dire, faut quand même se rappeler que l'acte 1, c'était de faire peser sur les gamins la responsabilité de la transmission du Covid. En mars 2020, c'était ça. C'était ça passe par eux, la transmission du Covid. C'était quand même un petit peu lourd. Et puis ensuite, bah, c'est des enfants des adolescents qui ont été confrontés à la maladie, au deuil, à la violence aussi des visages masqués. Voilà, on a quand même des enfants qui ont abordé leur socialisation par l'école avec uniquement des visages masqués. C'est pas rien tout ça, hein. Tout ça, ça a imprimé évidemment de l'angoisse, surtout chez les plus fragiles. Et puis là où il y a une responsabilité ministérielle énorme, c'est dans l'impossibilité de pouvoir accompagner ces enfants, puisque on a quasiment plus d'assistantes sociales. On en a une pour 4 établissements dans les quartiers populaires. On a quasiment plus d'infirmières scolaires, de médecins scolaires, Alors ça, c'est Mohamed qui dit il n'y a pas de médecins scolaires, d'infirmières, d'assistantes sociales. On n'a plus tous ces personnels-là qui sont aussi des personnels absolument indispensables. Qui sont indispensables dans la chaîne éducative. Et on a brisé cette chaîne. Le ministère, c'est pas que Blanquer, d'ailleurs ça avait commencé bien avant, mais a brisé cette chaîne au nom des économies budgétaires, quoi. Donc on se retrouve vraiment avec une chaîne brisée. Donc on ne sait pas, nous, prendre en charge ces enfants qui ont là, oui, des besoins urgent. Rachid, là-dessus? Oui, bien sûr, moi, ça me fait penser à énormément de noms, énormément de visages, parce que, voilà, quand on parle au quotidien d'enfants qui sont en dépression, moi, j'ai des personnes que je connais bien qui sont dans cette situation et que j'ai vu évoluer négativement, voir leur santé mentale de plus en plus prendre cher. Et je crois qu'il faut absolument qu'on apporte une réponse à ça
de façon immédiate parce que l'école, de par son fonctionnement, c'est un certain nombre d'interdits. Ça a toujours été le cas. Là, avec le Covid, on a multiplié ces interdits par 2, par 10, par 100, de telle sorte que finalement, les libertés sont de plus en plus restreintes et l'élève qui avait déjà une angoisse, qui avait déjà une boule au ventre au moment de venir à l'école, ça s'est décuplé. Donc, ceux qui étaient finalement les plus exposés à ce type de troubles, aujourd'hui les prennent de plein fouet et on a des demandes mais hallucinantes de prise en charge et absolument pas le moyen de répondre à tout ça. Donc, quand vous êtes professeur, vous observez vos élèves être de plus en plus absentéistes, éviter l'école. Vous avez envie d'apporter quelque chose, une réponse. Et aujourd'hui, ben, vous n'avez rien parce que vous manquez cruellement de moyens. Ok, alors je vois dans le chat, il y a plusieurs questions sur quelles sont les propositions de Yannick Jadot, on va y venir, hein, mais avant, je voudrais qu'on parle quand même des enseignants et des enseignantes, de leur statut. Là, on voit la grève a été historiquement suivie, là. Donc, comment vous expliquez cette grève historiquement suivie et est-ce que déjà, vous avez fait grève? Enfin, toi, je t'ai vu à la manif, je suis sûre, mais est-ce que vous avez fait grève et comment vous expliquez que les collègues massivement ont fait grève? Oh, vraiment un ras-le-bol, mais alors un ras-le-bol généralisé, c'est-à-dire que les collègues n'en peuvent plus. Enfin, et puis alors nous, ça fait vraiment longtemps qu'on n'en peut plus et qu'on était vraiment frustrés parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une opinion publique complètement favorable à Jean-Michel Blanquer et qu'on n'arrivait pas à faire comprendre aux gens qui n'étaient pas du milieu, qui n'étaient pas du métier, tout ce qu'on se prenait sur la figure, quoi. Il y a eu une complaisance quand même pendant les 3/4 du mandat à Blanquer avec lui, qui était pour nous, mais là aussi, hein, d'une très grande violence. Donc voilà, une accumulation de ras-le-bol. Cette grève, ce qu'elle a eu surtout d'inédit, c'est l'unité syndicale, l'arc syndical quand même, avec l'UNSA et le SGEN. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, là ça y est, ils sont repartis de l'arc syndical, mais quand même, ils étaient là aussi pour... Moi, j'ai pas souvent vu ça, pour le coup. Je savais pas qu'ils étaient repartis, là, ils sont repartis. Là, ça y est, c'est reparti, ça n'a pas duré très longtemps. Revenez, mais bon, revenez. voilà. Mais en tout cas, voilà, ils étaient là, et donc, je pense que ça a été une façon pour les enseignants de dire... Voilà, là, on peut plus en fait. Là, on peut plus. Il faut vraiment que tout le monde tout le monde mesure à quelle sauce on a été mangé depuis des années. Et pour des raisons qui sont des raisons vraiment valables. Hein. Moi, j'ai publié un texte juste avant qui rappelait aussi toutes les raisons pour lesquelles on est dans la rue. C'est pas simplement le dernier protocole. C'est tout ce qu'on a pris. Quand ça jouait la goutte d'eau, quoi. C'est la goutte d'eau. C'est comme dans n'importe quelle révolte. En fait, il y a. C'est le point Ibiza là. Dans n'importe quelle révolte, il y a toujours, il faut une étincelle en fait, mais il faut que le terrain soit déjà prêt, quoi. Le terreau était là. Rachid, t'as fait grève? Alors non, j'ai pas fait grève. C'est vrai, C'est pourquoi? Parce que j'ai pas fait grève parce que j'avais le Covid, donc j'étais. Ah oui, non mais bon, d'accord. Mais t'aurais fait grève si t'avais pas eu le Covid. Ça m'a beaucoup peiné d'éviter cette. Mais oui, en plus tu l'as dit sur Twitter. Faire cette grève qui était un moment historique, mais finalement j'ai pas pu faire grève parce que j'ai été atteint par pourquoi j'aurais voulu faire grève entre autres, c'est-à-dire une gestion du Covid absolument catastrophique. C'était n'importe quoi au collège. Donc moi j'ai fait la rentrée lundi, vendredi j'avais des symptômes. Voilà, ça a été très très rapide, comme beaucoup d'autres collègues. Aujourd'hui, ça circule à une vitesse absolument phénoménale. On a la moitié des collègues, plus de vie scolaire, plus d'infirmières. Celle qui faisait les tests, la pauvre elle-même, elle est en arrêt. Et voilà, c'est une gestion catastrophique qui évidemment nous met à bout. Mais je crois qu'il faut aussi que les gens comprennent, parce qu'aujourd'hui, comme a dit Laurence, on se sent un peu plus soutenu dans ce qu'on vit. Mais il ne faut pas que ça s'arrête à la gestion du Covid. Parce que ça, c'est une petite partie, peut-être pas infime, mais quand même minoritaire de ce qui nous a mené à une telle colère. Ibiza, si c'était Jean Zé qui était allé à Ibiza, moi je lui aurais dit bonnes vacances. Fais la fête. Tu le mérites. Là, ça nous met en colère parce qu'on a vécu tellement de choses depuis ces 5 dernières années.
On a vu notre statut d'enseignant remis en question, on en parlera plus tard. On a vu la contractualisation, mais battre des records. Et voilà, c'est un ras-le-bol vraiment général qui ne concerne pas que le Covid. Vraiment, je tiens à insister sur ça. Oui, mais ça, c'est un point très important sur lequel on va passer quand même 5 minutes. C'est justement, c'est quoi les revendications du monde enseignant. Enfin, peut-être ça mérite quand même qu'on les explicite un petit peu parce que là, on a l'impression que c'est juste contre un protocole. Et puis en plus, moi, j'ai entendu dans les médias des analyses du type, ah bah ouais, mais il y en a qui voulaient plus de protection, d'autres qui en voulaient moins. En fait, c'est pas du tout ça le sujet, hein. Le sujet, c'est que l'école est à bout, en fait. L'école est sous tension, les enseignants et enseignantes sont sous tension, qu'ils souffrent, qu'ils ont tenu l'école à bout de bras aussi pendant toute cette crise et que finalement on arrive au bout du rouleau, un peu comme à l'hôpital en réalité. C'est-à-dire que c'est pas la crise qui a mis l'hôpital en difficulté, c'était déjà une difficulté avant et ça n'a fait qu'amplifier les choses. Et là, finalement, dans l'école, on est un peu dans la même situation, non? Oui, la crise a vraiment été un révélateur au sens chimique du terme, quoi. C'est-à-dire que ça a précipité des problèmes qui étaient déjà là. Qu'est-ce que réclament les enseignants? En fait, nous réclamons de pouvoir travailler correctement. On a un ministère qui nous fait mal travailler, qui nous empêche de travailler. Voilà. Donc, il y a des conditions matérielles, évidemment. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est important, le fait de réclamer, bien sûr, d'avoir, je sais pas, un salaire au moins digne, quoi. C'est-à-dire que, voilà, digne des études qu'on a faites, digne du travail qu'on fait, digne de la difficulté du travail qu'on fait. Ça, c'est une première chose, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut repenser toutes les conditions matérielles du métier. Concrètement, il faut que les gens se rendent compte que dans une classe de lycée où il y a 36, 37, 38 élèves, c'est impossible de s'occuper de tous les élèves. D'abord, parfois, ils ne tiennent pas dans la salle. Ouais. Et c'est ensuite, on est obligé de trier. Tu disais, tu faisais la comparaison avec l'hôpital. Alors, on ne travaille pas avec des malades, la comparaison s'arrête là, mais mine de rien, on est obligé de trier. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des élèves dont nous ne pourrons pas nous occuper. Alors ça il y a eu des remarques dans le chat là-dessus en disant mais on n'a même plus le temps de rester auprès des élèves en difficulté. Donc, mais c'est d'une grande violence, C'est-à-dire que quand une infirmière dit je ne peux pas passer plus de 35 secondes avec un patient, nous on peut dire aussi il y a des élèves que je ne peux pas accompagner. Il y a des élèves qui ont des besoins spécifiques ou des élèves qui sont tout timides au fond de la salle, voilà, et qu'on remarque à peine, etc. On ne peut pas les accompagner. Or, le métier d'enseignant, on le fait parce qu'on a envie de faire réussir l'ensemble des élèves, pas parce qu'on est tout content de s'écouter parler sur une estrade. Voilà. Donc, ça veut dire que là aussi, il y a de la création de souffrance. Et puis ce que disait Rachid sur la dévalorisation sociale, la disqualification, plutôt la dégradation, la disqualification sociale de notre métier, c'est le fait de dire on va recruter des profs en mettant des petites annonces sur le Bon Coin, on va recruter des jeunes, des adultes. Maintenant, on n'en est même plus à spécifier le niveau de qualification, tellement en fait, il s'agit juste de mettre des adultes devant des enfants. C'est-à-dire que notre métier est réduit à l'idée qu'il s'agit simplement de mettre des adultes devant des enfants. Donc ça aussi, je veux dire, c'est insultant. Voilà, c'est extrêmement insultant. Donc ça fait aussi partie évidemment des revendications des enseignants. Je crois qu'on peut regrouper ça sous le terme du droit à la dignité, voilà, du droit à la dignité professionnelle. Et je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui se sentent aujourd'hui privés de cette dignité. Alors tout ça, là, ça répond beaucoup dans le chat, où il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, on n'est pas reconnu, qu'on souffre, que c'est plus possible de faire classe. Il y a Opal Cristal qui dit 38 élèves, il y en avait 40 à mon époque, ça a bien progressé, dis donc. Oui, en fait, ça joue sur 1 ou 2 élèves, on ne progresse pas très vite. Rachid, tu la sens toi aussi, cette souffrance, depuis les classes dans lesquelles tu enseignes? Je crois que dans tous les établissements, Sandrine, on voit arriver de plus en plus de gens qui sont décontractuels. Et ça se voit dans les chiffres. Il y a eu depuis l'élection d'Emmanuel Macron une hausse de environ 20 à 25% de contractuels enseignants. Il y en a eu beaucoup plus dans la vie scolaire. C'est même chez les enseignants, voilà, une montée de 25%, c'est énorme en 5 ans. Et il faut bien préciser que quand on se plaint de la contractualisation, c'est évidemment pas qu'on se plaint des contractuels, pas du tout. On se plaint de ce qu'on fait au métier.
les personnes contractuelles, ça peut être des personnes absolument formidables. Moi, j'en connais, qui font très bien leur métier. Ce sont des personnes qui ne sont pas formées. Et surtout, ce sont des personnes qui sont précarisées. C'est-à-dire que font le même métier, on est face aux mêmes élèves, mais on n'a pas le même salaire et on n'est pas traité de la même façon. J'ai connu des contractuels, on leur dit au revoir pile avant le jour des vacances. Ouais. Pourquoi? Bah Pour oui, qu'ils ne soient pas payés pendant les périodes de congé. Mm. C'est ça aussi la contractualisation du métier, c'est presque de l'ubérisation parce que peut-être qu'on va arriver à un certain fonctionnement où on va appeler tel professeur pour une durée très limitée, l'envoyer ensuite dans un autre établissement selon les besoins du département. Pourquoi pas? Parce que ça, c'est le système qui est mis en place aujourd'hui pour les AESH, les personnes qui sont là pour aider à la scolarisation des élèves handicapés, le PIAL. C'est justement ça. C'est un collège appelle le matin, on a besoin d'une AESH vite pour cet après-midi, on va vous en envoyer une, tac, vous allez là. Alors, Aucune empathie, aucun travail sur le long terme avec ses élèves, et c'est ça dont on se plaint. Alors là, sur les AESH, merci d'en parler Rachid, parce qu'il y a plein de questions dans le chat là-dessus, notamment Roumegrad qui dit salaire d'une AESH, c'est 24 heures par semaine pour 800 euros. Il y a des conditions hallucinantes de précarité pour les AESH et au-delà, pour tout un personnel aussi qui accompagne les élèves, les personnes qui travaillent sur les temps hors classe pure ou dans la classe type AESH. Et ça, c'est aussi une précarité dont on parle peu, c'est-à-dire que l'école et travailler dans l'éducation nationale, c'est une source de précarité grandissante aujourd'hui. Et c'est incroyable même à quel point on invisibilise le travail de ces personnes. Et là, on va pas parler de celui dont on veut pas parler, mais enfin quand même, l'inclusion des personnes et des élèves dans l'éducation nationale, dans un droit à l'éducation, dans l'école. Enfin, là, quand on regarde par exemple l'histoire des SECPA que tu racontes, Rachid, eh bien, on voit bien que la définition du handicap, elle évolue beaucoup en fonction du temps. C'est-à-dire que qui est en situation de handicap, qui ne l'est pas, ce sont des frontières qui sont mouvantes et qu'on a mis du côté du handicap des gens qu'on a qualifiés de débiles, comme tu le disais tout à l'heure. Enfin, tout cela est d'une violence sociale inouïe. Et donc, voilà, prendre soin de tout le monde, c'est aussi prendre soin des personnes qui accompagnent autant que des élèves en situation de handicap. Peut-être qu'on peut dire un mot là-dessus. Oui, mais c'est ce que je disais. C'est l'expression aussi que j'utilisais tout à l'heure sur la chaîne éducative. En fait, il y a plein de maillons de la chaîne qui sont invisibilisés. Et en effet, ça, c'est des personnes, donc il y a les AESH, il y a les ATSEM, par exemple, ce sont les personnes qui assistent les professeurs des écoles à l'école maternelle, sont une fonction très très importante puisque c'est vraiment une fonction de transition en fait entre le monde familial et le monde de l'école. C'est des personnes qui aident à une transition douce. Elles ont vraiment un rôle qui est un rôle majeur. L'AESH a un rôle absolument majeur, c'est-à-dire que non seulement il y a ce que tu décris d'invisibilisation, mais en plus c'est une invisibilisation alors qu'on sait que ce sont des personnes dont on ne pourrait pas se passer. C'est-à-dire qu'elles ont aussi, comment dire, une importance sociale qui est complètement camouflée. De toute façon, l'institution scolaire est un monde de hiérarchie, on le dit pas suffisamment ça. Donc il y a effectivement ce bas de la chaîne, et puis il y a jusque aux profs agrégés, aux profs de prépa, où on a quand même des disparités de salaire qui sont énormes, dont on parle peu, qui de mon point de vue sont un véritable scandale, parce que Rachid disait le contractuel, il fait le même métier que nous, il est devant des élèves et il touche moins que nous, mais le certifié fait le même métier que nous et il est devant des élèves et il touche moins que l'agrégé ou que le prof de prépa, etc. Donc c'est une machine aussi qui est vraiment une machine inégalitaire, d'où d'ailleurs, sans doute, l'une des raisons des difficultés à mobiliser toute la chaîne en même temps. Parce que tout ça, évidemment, c'est des rancœurs, c'est des rapports de domination qui sont très très importants à l'intérieur même de l'école. Rachid, là-dessus ? Alors, moi, j'ai vraiment pris conscience de la précarité des AESH dès la première année. J'étais encore en année de titularisation, donc j'étais entre l'ESP et l'école. On nous parlait pas tellement de ce personnel-là à l'ESP. En tout cas, on n'en a pas parlé, c'est un tort, parce que ce sont des personnes extraordinairement importantes. Il n'y a pas d'école inclusive, il n'y a pas d'école publique sans cette aide humaine. Parce que voilà, on ne peut pas accueillir des élèves handicapés s'ils n'ont pas cette aide humaine. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Ce sont des gens sans qui l'école ne peut pas fonctionner. J'arrive dans cette première école et au moment de rentrer, voilà, je prends le métro. Juste avant moi, je vois passer mon collègue donc AESH
et il saute sur la barrière parce que voilà, il n'a pas d'abonnement pour payer son transport. Quand il se rend compte que je l'ai vu, il a honte. Il a honte. Et c'est ça la précarité, c'est ne pas avoir les moyens de subvenir à des besoins aussi primaires que le transport. Et c'est aussi la honte de ressentir ça. Et donc, voilà, il m'a expliqué, écoute, ce que tu as vu, c'est pas bien. Moi, normalement, je fais pas ça, mais il faut que tu comprennes notre situation aussi. Il m'a parlé de son salaire. Et voilà, c'était évidemment pas la peine de m'en parler parce que en tant qu'étudiant, j'ai vécu la même chose. Enfin, on ne peut pas payer un abonnement à 40 euros de transport quand on a un salaire de Désolée. 780 euros, 800 euros. Et ça, je veux dire, si la gauche veut penser l'école inclusive, donc une école qui accueille absolument tout le monde, ça ne peut pas être fait sans repenser le statut des AESH au sein de l'école publique. Alors, merci à tes souhaits, c'est les suites du Covid. Hein. Voilà, mais je ne suis plus contagieuse, je me rassure. Voilà, alerte Covid, Sandrine, non, c'est bon, je l'ai eu en même temps que le vaccin, j'ai tout eu. Mais il reste quand même un peu des trucs. Bon, merci. Là-dessus, je vous propose qu'on passe maintenant aux propositions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour transformer cette école et faire en sorte que l'école, qui soit un des piliers de cette République, soit aussi un des piliers du bonheur. Enfin, on peut peut-être le poser comme ça, non? Parce que j'ai vu, par exemple, dans le chat, je ne sais plus qui posait cette question, de dire, eh ben oui, allez, plantons. Et vous le disiez. D'ailleurs, il y a une autre question sur les plantes vertes derrière. Ce sont de vraies plantes vertes. J'ai touché pour vous, voilà. Et il y avait un commentaire un peu acide sur le chat qui disait, mais allez, on va planter, on va faire des jardins dans les écoles, et c'était dit sous le ton de l'humour noir. Mais en fait, eh ben pourquoi pas faire des jardins dans les écoles? Pourquoi pas remettre un peu de nature dans les écoles? Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'école pour vraiment changer la donne en matière d'école? Et après, on parle du projet de Yannick Jadot. Ouais. Il faut mettre des moyens dans l'école. Il faut vraiment mettre des moyens dans l'école. C'est absolument insupportable que le budget de l'éducation nationale ne cesse de baisser. Et que Blanquer, d'ailleurs, prétende le contraire. Il faut mettre des moyens dans l'école, il faut mettre des moyens dans l'école publique. Parce que là aussi... Alors tu démontes ça dans ton livre sur l'école privée, mais c'est un vrai bonheur. Ah ben, là, je vous assure. Il faut en revenir à une proposition qui, moi, me semble être vraiment une proposition chevillée au corps de la gauche, quoi. C'est-à-dire pas d'argent public pour les écoles privées. Je ne suis pas pour interdire les écoles privées, les gens font ce qu'ils veulent, mais l'argent public, ça va aux écoles publiques. Et alors, effectivement, je peux vous dire que si on récupère l'argent public qui est donné aux écoles privées, ben déjà, ça fera beaucoup d'investissements supplémentaires à mettre dans les écoles. Moi, ça me semble fondamental. Deuxième chose, il faut recalibrer la boussole de la démocratisation en mettant les moyens en priorité là où les enfants en ont le plus besoin. Moi, je dis souvent, on a tenté de démocratiser l'école, ce que je disais en début d'émission, en essayant en fait de demander aux enfants issus des milieux les plus populaires de se conformer au code de la bourgeoisie. Ben moi, j'aimerais qu'un jour on essaye l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on prenne la boussole des enfants des milieux populaires et puis on dise aux enfants de la bourgeoisie, ben, l'école publique, c'est ça, donc allez-y, mais vous inquiétez pas, ça va pas vous faire du mal en fait. C'est des enfants comme vous, ça va même vous faire du bien en fait de rencontrer cette altérité. Mais oui, mais bon, en même temps, il faut tenir ce discours. De toute façon, ils partent déjà dans le privé. Donc, il faut tenir ce discours-là. Ça me semble un discours particulièrement important. Donc, des moyens, évidemment, des moyens matériels. Et puis, tu parlais... pour répondre à la personne qui parlait des jardins dans les écoles, ben oui, c'est vrai, c'est pas anecdotique l'idée de repenser des établissements scolaires qui soient faits de telle sorte à ce qu'on s'y sente bien et qu'on ait envie d'y travailler et qu'on ait envie d'y rester. Je pense que Rachid sera d'accord avec moi. En fait, la première chose qu'un élève a envie de faire et qu'un prof a envie de faire quand il a terminé sa journée, c'est de claquer la porte derrière lui et de rentrer chez lui. Ça n'est pas normal, en fait. Ça veut dire que l'école n'est
pas un lieu de sociabilité, que l'école n'est pas un lieu justement où on est heureux d'être aussi bien quand on est élève que quand on est prof, et aussi entre prof et élève, les deux ensemble. Voilà. Donc, faire des jardins, ça y participe. C'est évidemment pas la seule condition, mais penser des établissements qui aient une ergonomie, qui aient une architecture, qui les rendent désirables. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans le programme de Jadot, qui les rendent désirables. C'est pas anecdotique, oui, ça c'est même une priorité en fait. Merci. Alors, il y a des gens qui sont complètement d'accord dans le chat. Très bien. Rachid, qu'est-ce que tu préconiserais, toi, comme mesure un peu forte pour changer la donne? Évidemment. Vas-y. Écoute, je vais simplement compléter ce qui vient d'être dit parce que je suis évidemment complètement d'accord. Ce que je voudrais dire, c'est que déjà, je suis assez content de l'évolution des propositions à gauche et du fait qu'on est en train de recentrer un peu les propositions sur l'humain, sur qui on embauche, combien des choses très concrètes. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. On a pendant très longtemps, et ça c'est aussi Laurence qui en parle, alors je ne sais pas si c'est dans ce livre ou dans un précédent, du fait que on a pendant très longtemps finalement... Ah non, Rachid. Là, tu fais durer le suspense. On t'a C'est perdu. insupportable. On a pendant très longtemps. C'est la meilleure. Recommence. On a pendant très longtemps, t'as été coupé. Ah. Nous c'est coupé. Ah, mais ça y est. Ah, ça y est, ça repart. Pendant très longtemps, Moi, vas-y. j'ai été coupé pour pas vous refaire tout le disque. Pendant très longtemps, et après, on était en attente de savoir ce que tu allais dire. Ok, ça marche. Alors, ce que je disais, c'est que voilà, je suis assez content de l'évolution des propositions à gauche parce qu'on est en train de parler d'humain, d'embauche, et de combien de professeurs, et ça, je suis content parce que sur les dernières décennies, ça n'a pas toujours été le cas. Et ça, c'est Laurence, tu le dis dans, je crois que c'est pas ce livre-là, celui d'avant, que pendant des décennies, on a parlé de méthode, et que finalement, pendant qu'on a pendant qu'on a réduit la pédagogie à la méthode, on a oublié l'importance de l'humain. Et donc aujourd'hui, on est en train de parler de professeurs, d'embauche, et ça c'est très intéressant. Et je crois que ça fait assez l'unanimité à gauche aujourd'hui si on parcourt les programmes de Poutou à Jadot, on trouve finalement les mêmes idées. L'école, c'est pas le nucléaire, c'est pas l'Europe. Tout le monde parle d'embaucher des professeurs, tout le monde parle de mieux les payer, c'est très bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est rentrer un petit peu plus peut-être dans le vif du sujet. On va embaucher des professeurs. Où est-ce qu'on va les mettre? Qu'est-ce qu'on va en faire? On sait que l'école aujourd'hui elle est là pour répondre au collectif, c'est-à-dire à un projet de société. On sait que certains élèves aujourd'hui, ceux que j'ai en face tous les jours, ce sont des élèves qui ne rentrent pas dans cette norme. Et ben voilà, on connaît des méthodes, des structures finalement, qui ont fait leur preuve par le passé et faute de moyens, faute d'humains, on les a laissés tomber. Les rasettes, c'est des maîtres G, maîtres E. Ce sont des personnes, ça se passe mal dans une classe, on a un élève qui a du mal avec la numération, avec le déchiffrage, un maître rasette va le sortir de cette classe, régler ce problème et le rendre dans sa classe pour qu'il puisse continuer avec les autres. C'est pas la SECPA. La SECPA, c'est une coupure, c'est finalement un aveu d'échec, c'est un abandon, la SECPA. Ça ne devrait pas exister. Peut-être qu'avec plus de rasettes, on n'aurait pas besoin de SECPA. Par contre, la SECPA, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer énormément en termes d'effectifs. Le fait que nous ayons 16 élèves par classe maximum, ça change la donne par rapport à tout ce qui se passe à côté. Ça change parce qu'on commence à mieux comprendre l'élève, pourquoi il est là, pourquoi il ressent ses difficultés. Ça change aussi parce qu'on développe des liens avec les parents. Quand vous avez affaire à des parents de 16 élèves, c'est pas des parents de 40. Vous pouvez les connaître, vous pouvez leur parler. Et moi, quand je parle aux parents, lorsqu'ils arrivent pour inscrire leur enfant en 6e et qu'ils voient finalement le temps qu'on peut leur attribuer en CECPA, ben j'ai parfois des larmes de parents qui me disent on est heureux parce que notre enfant entend des choses positives.
ici en SECPA, parce que vous adaptez les programmes, parce que vous essayez de les comprendre. Et ça, c'est hyper important, le lien avec les parents, le temps qu'on y met. C'est un peu ce que disait Laurence quand elle disait qu'il fallait finalement adapter l'école aux enfants les plus en difficulté plus qu'imposer des normes bourgeoises à tout le monde. Et donc peut-être qu'on peut terminer là-dessus pour se dire que oui, il y a quelque chose, et d'ailleurs c'est ce que porte l'écologie politique, c'est d'inverser complètement la hiérarchie des normes et de se dire qu'on met le plus de moyens sur les élèves qui en ont le plus besoin, qu'on lutte contre ce déterminisme social, qu'on sort d'une forme d'instruction pour aller vers une émancipation et qu'on fait de l'école un lieu d'épanouissement à défaut de bienveillance, parce que ce mot a complètement été dévoyé par le néolibéralisme, mais enfin au moins d'épanouissement, et d'épanouissement pour les enseignants comme pour les élèves. Et pour les enseignants, d'ailleurs comme pour les élèves, ça passe évidemment par des moyens mis sur l'école, par des moyens mis sur le personnel enseignant, mais sur tous les autres personnels, sur une médecine et un accompagnement aussi des enfants en difficulté, parce que ça on n'en a pas parlé, mais c'est mon combat à moi, les violences sexuelles. Et moi je suis affligée du fait que l'école n'est pas un lieu où on peut se confier sur les violences sexuelles, alors même que c'est un lieu qui est en dehors de la famille, et qu'on sait qu'il y a 2 voire 3 enfants par classe qui sont victimes de ces violences, et rien n'est fait. C'est-à-dire qu'un enfant qui subit ces violences n'a nulle part à qui parler, sauf une enseignante avec laquelle il a éventuellement des affinités, mais je veux dire, on n'organise pas, on n'institutionnalise pas cette parole et la possibilité pour des enfants qui souffrent de trouver dans l'école un refuge et un lieu où on prend soin de lui. Et puis ça passe aussi par l'augmentation du salaire des enseignants, parce que ça, on n'en a pas parlé là, et moi ça me fascine à quel point dès qu'on parle avec des enseignants et des enseignantes, il n'y a pas de revendication autour de ça. C'est très faible en fait, c'est-à-dire que les revendications, elles sont plutôt sur faire de l'école un lieu où on lutte contre les inégalités, etc. Mais il y a quand même un sujet de salaire, quoi. Il y a quand même un sujet de salaire, parce que finalement, c'est aussi une forme de reconnaissance, c'est aussi une manière de prendre soin des personnes, et des personnes qui n'ont pas de problème de reconnaissance eux-mêmes auront sans doute moins de problèmes à en donner aux élèves derrière. Donc c'est ça les propositions que l'on porte. Et évidemment, c'est une école inclusive, évidemment, c'est une école qui lutte aussi contre toutes les discriminations, parce que ça n'est pas vrai que l'école est neutre du point de vue des discriminations. Elle, et notamment par les classes SECPA, elle augmente la discrimination, elle stigmatise des élèves qui auraient besoin au contraire d'être inclus dans une société éducative. Et tout ça, en fait, ce serait une révolution. Parce que l'école aujourd'hui est perçue beaucoup, je trouve, dans le mandat Blanquer comme une école instrumentalisée, c'est-à-dire c'est un outil pour former des salariés qui iront dans des secteurs qui ont besoin d'emploi, alors que l'école c'est quand même 18 ans de notre vie au minimum, ou 16 ans, mais c'est entre 16 et 25 ans, et que ça pourrait être un lieu au contraire dont on garde des souvenirs, non pas de violence, mais des souvenirs d'épanouissement, d'altérité, de vivre ensemble. Peut-être on peut juste parler de l'université en dernier, parce que là on n'a pas parlé des frais d'inscription des universités dont Macron a dit qu'ils allaient augmenter. Et là moi je voudrais juste peut-être terminer cette émission Twitch par un coup de gueule en disant que c'est incroyable ce qui se passe sur l'université. C'est-à-dire qu'on pourrait parler du manque de moyens des universités, on pourrait parler de la discrimination sociale aussi dans les universités, on pourrait parler de la reproduction sociale, on pourrait parler des inégalités de genre, tout ça. Mais là, on est en train de faire à l'université ce que l'on a fait avec l'hôpital. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on a réduit les lits. On a réduit les lits de réanimation, et toute la gestion de la crise sanitaire, elle est en fonction de ce nombre de lits de réanimation, et on continue à diminuer ce nombre de lits à l'hôpital pour faire des économies. Eh bien, l'université, c'est la même situation. C'est-à-dire, pourquoi il y a eu Parcoursup ? Parce qu'on n'a pas embauché d'enseignants-chercheurs, parce qu'on n'a pas embauché de personnel permettant de lutter contre l'échec universitaire. Et donc, maintenant, comme on n'embauche pas de nouveaux enseignants dans l'université, eh bien, on limite les places. Ça s'appelle Parcoursup, ça s'appelle la sélection en master, ça s'appelle maintenant l'augmentation des frais d'inscription. Tout cela, c'est en fait des mesures d'économie. Tout cela, ce sont en fait des mesures d'économie sur un service public. Ça n'est rien de plus que cela, et c'est vraiment...
C'est honteux d'en arriver là dans un des pays les plus riches au monde et dans un des pays dont le modèle social a quand même servi beaucoup d'autres pays, a servi d'inspiration à beaucoup d'autres pays. Et là, on est en train de casser ça. Un mandat Macron, ça a permis de casser ça dans l'hôpital, ça a permis de casser ça dans l'école, et ça va permettre de casser ça dans l'université. Et franchement, on mérite mieux que ça. Donc voilà, ce sera mon coup de gueule de la fin. Non à l'augmentation des frais d'inscription, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est la même logique néolibérale que celle qu'il y a dans l'hôpital. C'est la même logique néolibérale que celle qui s'applique dans tous les services publics et qu'on n'en peut plus. On en crève de ça, en fait. On en crève et nos enfants en crèvent. Donc maintenant, on renverse la table et puis on vote écologiste. Voilà. Oui, juste, je peux, ouais. Vas-y. 100% d'accord, d'où aussi la nécessité de véritablement penser le service public d'éducation de la maternelle à l'université, parce que ce qui permet aussi qu'on fasse si mal à l'université et si mal à l'école, c'est que nous ne sommes pas soudés et que dans l'opinion publique, il y a un véritable clivage en fait entre l'école primaire, l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège, le lycée et l'université. Et donc nous ne savons pas travailler ensemble et donc nous ne savons pas lutter ensemble. Et dans la rue, on devrait être tous ensemble parce qu'effectivement, on subit exactement les mêmes coups. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, oui, renversons la table, faites les choses bien, votez bien, comme on dit, parce que, en fait, pour le dire très solennellement, un Macron 2 va nous tuer. Voilà. Va tuer l'école, va tuer l'université, va tuer les hôpitaux. Un Macron 2, on est à terre. Là, déjà, on va pas bien, on est particulièrement malade. Mais un Macron 2, et je parle évidemment pas c'est la même chose, évidemment, si c'est Pécresse, et j'ose pas imaginer un autre scénario pire, mais on aura vraiment beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre, quoi. Donc, l'enjeu est très, très lourd. Voilà. Alors, comme on a perdu Rachid, pour de bon Rachid, merci beaucoup. Vraiment, on va... Oui, il faut qu'on lutte ensemble. Il faut qu'on lutte ensemble, il faut qu'on lutte pour... Il faut que vous luttiez avec nous parce que finalement, c'est quand même pour les enfants, pour leur devenir. C'est pas notre statut à nous, c'est vraiment profondément pour que la jeunesse de ce pays soit respectée. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ne l'a pas été là pendant les 5 dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir suivi ce Twitch. Merci beaucoup, beaucoup à Rachid et Laurence. Vraiment, lisez leurs livres. C'est pas la même manière d'écrire. Rachid, il écrit depuis une expérience personnelle. Laurence, c'est plus depuis une analyse de la situation. Mais les deux sont non seulement ultra faciles à lire, mais je vous assure vraiment que vous apprenez des milliards de choses en l'écoutant. Il y a des fois, vous riez. Il y a des fois, vous avez envie de casser quelque chose. Il y a des fois, vous êtes dit, bon, bah, je finis ce chapitre. Puis en fait, vous commencez l'autre chapitre parce que vous avez envie de savoir ce qui va suivre. Donc vraiment, lisez ces livres. Ça ne peut que vous renforcer et vous enrichir. Et on me dit qu'il y a Usul qui commence un stream maintenant, donc je vous invite, voilà, c'est fini pour notre direct à nous, mais vous pouvez direct aller sur le live d'Usul. Coucou Usul, et bonne soirée sur les différentes chaînes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Twitch, et à très très vite, mardi prochain pour un autre Vers l'infini et